はじめはこの山、リバースマウンテンより出る7本の時期より1本選べるが、たとえどこの島からスタートしようとも、やがて引き合い1本の航路に結びつくのだ。そして最後にたどり着く島の名はラフテル。Pendant presque 20 ans, on a quand même cru que pour atteindre Loftail et trouver le One Piece, les Mugiwara allaient devoir aller jusqu'au bout de Grand Line. Mais aujourd'hui, quand on connaît le système des road poneglyphes, on comprend que ce n'est pas une étape obligatoire. On ne sait pas ce qui est écrit sur ces poneglyphes. Le point qui relie les traits peut être n'importe où. East Blue, West Blue, North Blue, South Blue, dans le ciel, sous la mer, sur la lune. Avec Oda et toutes les îles de malades qu'il a créées, tout est possible. Mais en même temps, atteindre le bout de Grand Line reste un accomplissement majeur. Et pour des raisons évidentes que l'on verra dans cette vidéo, on est sûr que l'équipage s'y rendra. Alors depuis ce jour où on a découvert les road poneglyphes, une question m'obsède. À quoi sert la dernière île de Grand Line? Si Egghead nous a apporté des réponses sur Vegapunk et le mystère de Kuma, mis en place depuis des années, que Elbaf nous apportera d'autres réponses sur les géants, la vie de Shanks, la disparition mystérieuse de Mother Caramel le jour de l'anniversaire de Big Mom, qu'est-ce qui pour nous lecteurs serait intéressant de savoir sur la dernière île du Logpose? Qu'est-ce qu'il y a tout au bout de Grand Line? Pourquoi la fin de Grand Line a autant d'importance pour les lecteurs du manga? Après tout, on peut se dire que c'est simplement un lieu où on se retrouve face à Red Line. Mais de l'autre côté, l'origine de ce mystère vient du tout début de l'aventure des Mugiwara, une fois arrivés sur le grand océan. Lorsqu'ils arrivent au Cap des Jumeaux, ils rencontrent Crocus, qui, au passage, était l'ancien médecin de Goldie Roger. Et c'est là, au pied du phare, que Crocus va leur dire un truc simple. Bon, les Mugiwara, si vous voulez atteindre le bout de Grand Line, suivez l'aiguille de votre Logpose qui vous mènera d'île en île et au bout, vous finirez par atteindre l'île que seul le roi des pirates a pu atteindre. D'ailleurs, le Logpose, c'est un très bon outil narratif qui permet de justifier l'existence d'un tas de rivaux que Luffy rencontrera bien plus tard. Ce qu'on retient des mots de Crocus, c'est qu'à la toute fin de ce chemin se trouve Loftail, l'île ultime pour tous les pirates. Et étant donné que Loftail se situerait donc de l'autre côté de Reverse Mountain, cela aurait donc signifié que la promesse que Luffy a faite à la Boone se réalisera en même temps. Tout allait se réaliser parfaitement. Et c'est ainsi que l'équipage reprend la mer en suivant la route imposée par le Logpose, de Whiskey Peak à Alabasta, d'Alabasta à Skypiea, etc., etc. Finalement, ils atteignent le Nouveau Monde, où leur quête se heurte à des obstacles encore plus redoutables. Mais grâce à leur ténacité et leur courage, ils parviennent à les surmonter. Mais une fois arrivés sur une île, tout va devenir intriguant. En arrivant sur l'île de Zo, après tant d'épreuves, ils découvrent les road poneglyphes, des poneglyphes rouges qui révèlent beaucoup plus que l'histoire du siècle oublié. Et encore une fois, c'est un ancien de l'équipage de Roger qui va leur expliquer les nouvelles règles du jeu. Inuarashi va leur dire: vous voyez ces pierres rouges là? Eh bah, il y en a 4. Elles désignent toutes un lieu spécifique. Votre mission, c'est de rassembler les 4, trouver les 4 points, tracer 2 diagonales, et à leur point d'intersection, vous aurez trouvé Loftail. Attendez, quoi? Après plus de 800 chapitres, c'est là qu'on nous révèle que Loftail n'est pas accessible directement en suivant le Logpose. Ce n'est pas une île qu'on atteint juste en naviguant tout au bout de Grand Line. Et du coup, est-ce que Crocus leur a menti? Pourquoi un ancien de Roger aurait volontairement mal guidé un équipage qu'il a apprécié? 俺たちは誰も到達できなかったログポストの最終地点ロードスター島についに行き着いた。だが危機として上陸して分かった。そこが最後の島じゃねえと俺は確信した。島はもう一つあるんだ。 En réalité, le bout du Logpose, ce fameux point où toutes les routes magnétiques convergent, mène à une île appelée Roadstar, ou Lodestar dans la version anglaise. Les deux traductions sont bonnes, car le kanji Rodo de Roadstar est le même kanji dans Road Poneglyph. Quant à l'écriture Lodestar, je vous l'expliquerai plus tard. Ce nom, nous l'avons découvert dans le flashback de Denkozuki, lorsque Roger lui-même discute avec le samouraï et Barbe Blanche. Mais ce qui est crucial, c'est que Roger affirme que son équipage
est le premier de l'histoire à avoir atteint cette île. Et cette information est capitale, car dans le monde de One Piece, il y a eu énormément de pirates. Roger est donc en train de dire que ni Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, Shiki, Rox n'ont atteint cette île. Et même en remontant plus loin, Norland, l'explorateur, Louis Arnott, qui connaît Elbaf, personne à part lui n'y avait mis les pieds. Pourtant, c'est une île accessible avec un log-pause. Alors où est le problème? Car là, on parle d'une ère où il n'y a pas encore tout ce système de Yonko, de territoire interdit, et pas énormément de pirates motivés par le One Piece qui vont vous attaquer en mer. Et pourtant, Roger est le premier à l'avoir fait il y a 39 ans. On pourrait simplement se dire que seul Roger était intéressé par cela, qui sait. Mais on sait que c'est faux. Et dans cette discussion, Roger va dire quelque chose d'encore plus captivant à Oden et Barbe Blanche. Il va leur dire, vous savez quand j'ai fait mon tour du monde là que personne n'a réussi à faire avant moi, et bah quand je suis arrivé sur cette île, c'est là que j'ai compris l'importance de tous les poneglyphes que j'avais croisés. Et j'ai même compris qu'il y avait une île encore cachée. Et pour cela, j'ai besoin de trouver les pierres rouges. Ce qui fait écho aux paroles d'Inuarashi sur Zo, expliquant que traditionnellement, c'est en atteignant Roadstar qu'un équipage comprend l'importance des road poneglyphes. L'île sert en quelque sorte d'introduction à ce concept, mais dans le cas des Mugiwara, ils ont rencontré Nico Robin bien avant ce point. Grâce à elle, ils savaient déjà tout le rôle des poneglyphes et jusque où le gouvernement mondial est prêt à aller pour punir ceux qui les étudient. Donc finalement, Inuarashi les a mis sur un chemin plus direct, celui qui mène directement à l'emplacement des road poneglyphes. Enfin, sauf le quatrième qui reste un mystère total. Le chemin vers Laugh Tale est maintenant clair. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi Crocus, qui faisait partie de l'équipage de Roger et connaissait tous ces secrets-là aussi, les a guidés vers Roadstar. Pourquoi ne leur pas avoir dit directement qu'il fallait rechercher les poneglyphes et en particulier les road poneglyphes? En vérité, la première réponse simple auquel on peut penser, c'est tout simplement une incohérence narrative, à un détail que Eiichiro Oda n'aurait pas planifié dès le début. Et c'est clairement possible, car les road poneglyphes apparaissent presque 20 ans après le début du manga. Mais même si One Piece présente des modifications de dernière minute, comme les supernovas, qui ont tous été inventés un chapitre avant leur apparition, Oda maîtrise son univers avec une précision redoutable. Il y a donc fort à parier que Crocus avait une bonne raison de ne pas tout révéler. Et s'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est que Luffy et son équipage finiront par se rendre sur Roadstar. Pourquoi? Parce que Luffy est avant tout un aventurier. Il ne choisit jamais la facilité. Souvenez-vous dans l'arc Whiskey Peak, Luffy refuse d'utiliser un Eternal Pause donné par Robin qui lui aurait permis d'atteindre Alabasta directement après Whiskey Peak et ne pas passer par Little Garden et Drum. Pareil dans One Piece Stampede où il détruit un Eternal Pause menant directement à Laugh Tale, simplement parce qu'il ne veut pas qu'on lui vole son aventure. Et en vrai, si vous faites vraiment attention, Luffy ne suit pas vraiment le log pause, il va là où l'aventure lui semble amusante. S'il suivait vraiment le log pause, l'équipage n'aurait jamais dû se rendre sur Punk Hazard, ce qui veut dire pas de Dressrosa, pas de Zo et pas de Wano. Mais si l'équipage des Mugiwara décidait finalement de mettre les voiles vers Roadstar, pourquoi cela aurait-il encore un sens dans l'histoire? Comment cette île peut-elle encore avoir de l'importance alors que nous savons où sont les 3 road poneglyphes et que le dernier serait gardé par un mystérieux homme à la marque de feu se baladant en mer sur un bateau noir? Pour comprendre à quoi pourrait bien servir Roadstar dans l'univers de One Piece, il suffit simplement de se pencher sur la façon dont Eiichiro Oda construit ses sagas. Si vous regardez bien, chaque saga de One Piece est divisée en 2 grandes phases, l'introduction des mystères et la révélation des réponses. Cela permet de tisser des arcs narratifs captivants où tout finit par se rejoindre. Prenons un exemple concret, la saga Skypiea, une saga courte mais parfaitement structurée. D'abord il y a l'arc Jaya où Oda pose les mystères, un bateau qui tombe du ciel, le log pose qui pointe vers le haut, l'histoire de Mont Blanc Norland et de la Cité d'Or qui maintenant est reléguée au rang de conte, et sans oublier les immenses ombres géantes qu'on aperçoit sans explication immédiate. L'arc qui suit, donc, Skypiea, va répondre à toutes ces questions. Les navires qui tombent du ciel sont en réalité des navires condamnés à l'exil, Norland n'était pas un menteur, sa légende était vraie, quant aux ombres géantes, elles étaient le reflet des habitants du ciel. Évidemment, tout ne fonctionne pas comme ça, Oda a aussi des mystères à long terme. Par exemple, le mystère autour de Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, commence dans l'arc Drum, s'épaissit dans l'arc Alabasta, se révèle dans l'arc Jaya, mais c'est dans l'arc post-Enies Lobby qu'on comprend ses motivations et qu'on comprend via les paroles de Shanks qu'il faut le craindre. Oda aime relier les fils narratifs même à travers de longues distances. Alors quel mystère pourrait dévoiler
Roadstar. Déjà, 4 membres de l'équipage des Mugiwara semblent directement concernés par cette île. Le premier, c'est bien sûr Brook. Le musicien a un rêve actuel, retrouver la boune. Mais il a aussi un rêve de jeunesse, réaliser un tour complet du monde. Un objectif qu'il avait avec les Rumbar pirates. Mais pourquoi ce tour du monde était si important pour son ancien équipage? Et quel lien cela pourrait-il avoir avec son passé? Car Brook est le Mugiwara dont on ne connaît quasiment rien de son enfance. Ce rêve de jeunesse pourrait prendre enfin tout son sens sur Roadstar. Et bien sûr, rejoindre Roadstar pourrait aussi marquer un tournant dans l'histoire de Brook qui serait séparé de la boune plus que par Red Line. La deuxième Mugiwara est bien sûr Nami. La navigatrice des Mugiwara a un rêve clair, dessiner une carte complète du monde. Atteindre Roadstar, tout au bout de Grand Line, est lié à son rêve. De plus, le fait que cette île soit si difficile d'accès, au point que Roger dise que son équipage est le premier à l'avoir atteinte, montre que seuls les navigateurs d'exception peuvent naviguer jusqu'à cette île. Aller sur cette île pourrait être une consécration pour Nami, et sûrement une révélation quant à ses pouvoirs en termes de météorologie, les pouvoirs que Vivi avait remarqués. Pour le troisième Mugiwara, qui est Franky, le lien avec Roadstar est évident. Son rêve est tout simplement de construire le navire ultime, celui qui pourra faire le tour du monde et atteindre le bout de Grand Line. Pour Franky, atteindre Roadstar est crucial. Cela confirmerait que le Sunny est bel et bien le bateau qui égale l'Euro Jackson, le navire du roi des pirates. Ainsi, Franky aura atteint le même niveau d'ingénierie que son maître Tom, le créateur de l'Euro Jackson. Et d'ailleurs, il y a fort à parier que c'est sur cette île que l'Euro Jackson ainsi que la tombe de Goldie Roger sont situés. Roadstar est aussi une île importante pour la quatrième Mugiwara, mais elle, son cas, on le verra plus tard. Maintenant, passons aux mystères liés à cette saga finale. Il y en a un bon nombre et ils pourraient tous trouver un écho sur Roadstar. Voici quelques-uns des plus intrigants. L'homme à la marque de feu, celui qui pourrait détenir le quatrième Road Poneglyph, encore introuvable. Nefertari Di Lili, l'ancienne reine d'Alabasta, dont personne ne sait ce qui lui est arrivé après avoir prêté serment à Marie-Joise, ainsi que sa lettre mystérieuse qui semble liée à Joy Boy. Et en parlant de Joy Boy, il y a tout le mystère autour de lui, de Nika, du fait qu'il soit le premier pirate de l'histoire, et qu'il venait d'un royaume technologiquement très avancé. Il y a aussi le pouvoir de la voix de toute chose, cette capacité rare que Luffy semble maîtriser, lui permettant d'entendre ce que d'autres ne peuvent pas. Et aussi n'oublions pas la vie de Clover, l'aventurier d'Ohara, qui a risqué sa vie pour découvrir la vérité et qui est en réalité un Di. Si certains de ces mystères trouveront leur réponse sur Love Tale, comme le siècle oublié, Joy Boy, Nika et l'ancien royaume, d'autres pourraient être résolus sur Roadstar. Et ce, grâce à la quatrième Mugiwara, que j'ai volontairement mis de côté tout à l'heure, qui est bien sûr Nico Robin. Roadstar est censé être le lieu où l'on comprend enfin l'importance des poneglyphes et de l'ancienne civilisation. Mais même si on prend conscience de cela, ça ne veut pas dire qu'on sait les lire. Et cela soulève une question intrigante. Comment les savants d'Ohara ont-ils découvert l'existence des poneglyphes en premier lieu? Et comment ont-ils appris à les lire? Posez-vous ces questions. Comment les habitants d'une île de West Blue comme Ohara peuvent-ils maîtriser un langage ancien appartenant uniquement au clan Kozuki de Wano, un pays fermé au reste du monde depuis des siècles? Pourquoi Rayleigh a-t-il dit que sur le bateau de Roger, il manquait un homme aussi brillant que les savants de Ohara? Et surtout, pourquoi dans le vaste monde de One Piece, où chaque île est très différente, avec des climats différents, des cultures différentes, des divinités différentes, il n'y a qu'une seule langue universelle? Lorsque Inuarashi a révélé des détails sur les Road Poneglyph, Love Tale et Roadstar, il a dit un terme qui est passé inaperçu. Il a nommé les poneglyphes par le terme alphabet antique. Les poneglyphes ont donc une méthode de lecture et d'écriture. Dans notre monde, on a aussi des alphabets différents, et certains issus de l'Antiquité, notamment les hiéroglyphes qui ont inspiré les poneglyphes. Les plus connus des hiéroglyphes sont les hiéroglyphes égyptiens, datant de plusieurs millénaires. L'Égypte antique dans le monde de One Piece est fortement symbolisé par Alabasta, le lieu où pour la première fois les poneglyphes sont apparus. Et est-ce que vous savez comment dans notre monde, on est parvenu à déchiffrer les hiéroglyphes? Parce que bien que découvert très tôt, cet alphabet est resté énigmatique pendant 14 siècles, jusqu'au jour où la pierre de Rosette, en 1799, a été découverte. Cette pierre a permis à l'humanité de faire un énorme bond dans la compréhension de l'Égypte antique. C'est une stèle qui contient un même texte dans 3 alphabets différents, les hiéroglyphes, l'égyptien démotique et l'alphabet grec ancien. Grâce aux connaissances de l'alphabet grec, les scientifiques européens ont pu comparer les différentes écritures et percer
les mystères d'un langage oublié. Depuis toujours, on apprend une autre langue en coordonnant le mot de la langue que l'on souhaite apprendre dans notre langue maternelle. Et maintenant, vous comprenez ce qu'il y a sur Roadstar. Et vous comprenez pourquoi Crocus a dit au Mugiwara de s'y rendre. Surtout que Crocus, lui, est allé sur Lovetale, mais il n'est pas allé sur Roadstar. Il ne faisait pas encore partie de l'équipage à ce moment-là. Mais Crocus sait quand même que cette île a une importance. Car l'île où on comprend l'importance des poneglyphes marque un tournant bien plus important qu'on ne le pense. Car sur cette île, il y a une pierre équivalente à la pierre de Rosette, permettant une traduction entre les langues anciennes du monde de One Piece et le langage du clan Kozuki, porteur du message des poneglyphes. Et là, vous allez me dire que ce n'est qu'une théorie. On n'a jamais vu une telle pierre dans le monde et jamais Oda insérerait bien trop tard dans l'œuvre quelque chose d'aussi important. Et puis même, est-ce qu'on a une preuve que c'est lié au professeur Clover et aux savants d'Ohara qui savent les lire? Et pourtant, au même moment où vous m'entendez actuellement, une certaine page de manga doit être en train de s'afficher devant vous. Oui, vous voyez la même chose que moi. Un détail prouvant encore une fois qu'on a peut-être vu One Piece, mais qu'on n'a pas bien regardé. Je vous l'avoue, c'était pas moi qui l'ai remarqué, c'est une trouvaille d'un utilisateur sur Reddit. Mais allons bien plus loin que cette remarque, car si cela expliquerait comment les chercheurs d'Ohara ont pu apprendre les poneglyphes grâce à ce type de pierre, alors pourquoi Roger, une fois arrivé sur Roadstar, n'a pas pu apprendre le langage des poneglyphes? Et ça, c'est Rayleigh qui le dit dans l'arc Sabaody. Nous n'avions pas d'archéologues aussi bons que ceux d'Ohara dans notre équipage. Roger, grâce à son pouvoir de la voix de toute chose, pouvait a priori entendre un poneglyphe, mais ne pouvait pas les traduire aussi bien qu'un savant d'Ohara. La pierre que Roger a pu trouver traduisait le langage des poneglyphes dans un autre langage antique, tout comme la pierre de Rosette. C'est pour cette raison qu'elle a été bloquée pendant des années jusqu'à croiser Oden Kozuki, descendant du clan créateur de ces écritures. Mais pourquoi Roger n'est-il pas allé directement sur Ohara demander de l'aide? Parce que dans cette saga finale, l'auteur nous a expliqué que le professeur Clover que nous connaissons était autrefois un aventurier parti en mer. C'est bien plus tard qu'il s'est posé sur Ohara et a réuni des chercheurs des 4 coins du globe pour étudier les textes anciens. Mais là, vous allez me dire que j'avance sans preuve qu'il existait plusieurs langages antiques autrefois dans le monde de One Piece, et que pour l'instant, le seul langage antique connu est celui du clan Kozuki. Bah si, en fait, il y a plein de preuves. C'est juste qu'il faut aller chercher au-delà de One Piece. La première se trouve dans le livre des nouvelles Mugiwara Stories. L'une de ces nouvelles d'ailleurs a été adaptée en épisode récemment, le magnifique épisode fan letter que je vous conseille. Dans le One Piece novel Mugiwara Stories, Robin discute avec une fille sur Baltigo, l'ancien QG des révolutionnaires où Robin s'est rendu pendant l'ellipse. Cette fille qui aspire à devenir archéologue expliquera à Robin que son pays situé autrefois sur North Blue a été annexé par le gouvernement mondial car elle possédait des ressources. Et dans ce pays, il parlait une autre langue que le gouvernement mondial a interdit sous la menace de la mort. N'importe qui osait parler sa langue natale était condamné à la peine de mort, imposant ainsi une domination linguistique totale. Mais ce n'est pas tout. Dans le light novel One Piece Heroine, on a encore une histoire avec Nico Robin. Cette fois-ci avec Koala, elle découvre une civilisation d'un état nommé Yukari. Et sur cette île, il n'y avait pas d'alphabet que nous connaissons, mais des pictogrammes. Et Robin expliquera à Koala comment déchiffrer leur langage. Nous avons bien la confirmation que dans le monde de One Piece, il existait plusieurs langues, et que possiblement, dans un passé lointain, les peuples communiquaient via des messages privés, gravés dans les 2 langues, comme la pierre de Rosette. Mais à l'avènement du gouvernement mondial, ces langues auraient été détruites pour imposer un contrôle absolu. Roadstar pourrait donc être bien plus qu'une simple étape, elle pourrait être le lieu pour comprendre l'unification forcée du monde de One Piece. Il est fort possible qu'après le siècle oublié, le gouvernement mondial fraîchement victorieux a pris toutes les mesures nécessaires pour effacer tout ce qui permettrait de déchiffrer le langage des textes anciens. Parmi ces mesures, la destruction des pierres similaires à la pierre de Rosette qui aurait pu donner accès au secret des poneglyphes. Et on sait qu'une telle pierre existe déjà dans le monde de One Piece. Dans l'arc Skypiea, on découvre une pierre particulière. Ce n'est pas un poneglyphe, mais une pierre sur laquelle est gravée une instruction dans la langue du clan Kozuki. Robin comprend qu'il s'agit d'une instruction donnée au peuple de Shandora. Ils doivent protéger le poneglyphe encastré dans la cloche d'or. Et comme on le voit, cette pierre a l'air fissurée. Contrairement aux indestructibles poneglyphes, une preuve que ces pierres de Rosette étaient bien différentes et bien plus vulnérables. Et c'est là que Roadstar entre en scène. De par sa difficulté d'accès, ce lieu pourrait être l'un des derniers lieux où une pierre similaire aurait survécu. Une pierre centrale, cruciale dans la compréhension des poneglyphes. Et si Oda décide de donner la même couleur noire qu'à la pierre de Rosette, alors on peut avoir un foreshadowing encore plus énorme.
そろそろよかろう。ロンが溜まったはずだ。地図通りの場所を示したか。ウイスキーピークを指してる。 Roadstar est donc la dernière île du Logpose, et on sait que le Logpose fonctionne par champ magnétique. Dans notre monde, il y a une pierre en particulier qui est connue pour ses propriétés spécifiques au champ magnétique, et qui est aussi de couleur noire, qu'on appelle la magnétite. Vous avez compris le nom en référence au champ magnétique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en anglais, cette pierre est appelée Lodestone. Et si vous vous rappelez bien de ce que j'avais dit concernant Roadstar, c'est que les tomes anglais de One Piece ont choisi de traduire le nom de cette île en Lodestar, car Lodestar signifie une étoile servant de guide pour la navigation. Et donc dans le monde de One Piece, il est possible que tous les chemins convergent vers Roadstar, car sur cette île, il y aurait cette fameuse pierre qui permet de traduire, aussi appelée la Lodestone. Et c'est ici que tout devient fascinant. Parce que si l'objectif de Roadstar est de comprendre la compréhension des poneglyphes, comme cela a été le cas pour Goldie Roger, qui a créé cette pierre et pourquoi? La réponse nous ramène à 800 ans en arrière, à une figure clé du siècle oublié, Nefertari dit Lily. Elle qui, selon Imu, serait responsable de la dispersion des poneglyphes à travers le monde et donc à toute cette course au One Piece. Reine d'Alabasta, elle nous ramène encore une fois à l'Égypte, aux hiéroglyphes et donc à la pierre de Rosette. Tout est sous nos yeux. Le contenu de sa lettre, récitée par Cobra avant de mourir, disant que les poneglyphes recèlent la vérité, est quasiment le même message que Robin a lu sur la stèle dans l'arc Skypiea. Et c'est sûrement ce même message qui est contenu tout au bout de Grand Line. Roadstar répondra à de nombreuses questions non résolues. Comment le gouvernement mondial s'est débarrassé des tribus indésirables, telles que Lunariens ou encore Boucaniers? Pourquoi certaines langues ont-elles été interdites? Et surtout, qu'est-il arrivé à Nefertari dit Lily, la question qui a valu au roi Cobra la mort? Pour les Mugiwara, Roadstar ne sera pas seulement une étape, mais un guide vers ce qu'ils devront accomplir après avoir atteint Lovetale. Mais attention, Roadstar n'est pas une destination pour tout le monde. Elle ne s'ouvre qu'à ceux qui partagent une véritable passion pour la découverte, pour l'histoire, pour l'archéologie. Un profil qui pourrait très bien correspondre à l'un des pirates les plus redoutables de l'histoire actuelle, dont Oda a dit qu'il avait une passion pour l'archéologie, Marshall D. Teach, alias Barbe Noire. Et je pense que sur cette île, il y aura l'affrontement entre Luffy et Teach. Mais vous savez quoi, ça fait beaucoup pour aujourd'hui et il y a l'espace commentaire pour discuter de tout ça avec moi. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce voyage aux profondeurs de Grand Line. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu pour soutenir mon travail si vous l'aimez. Portez-vous bien et moi je vous dis ciao, à plus.